Est-ce que vous vous souvenez d'il y a quelques temps, quelques semaines en arrière? Ok, je vais vous rafraîchir la mémoire. Lors d'une dernière vidéo, donc du coup, il y a quelques semaines en arrière, comme je viens de le dire, je vous avais laissé un choix, je vous avais fait une petite proposition, une petite blague. Si vous voulez une vidéo sur Gadjil ou Luxus, il faut le dire en commentaire. Et là où on en est, vous avez eu la vidéo sur Gadjil. Et donc là, on se fixe tous un petit peu et il y a personne qui comprend. Dans ce cas-là, pourquoi il y a une vidéo sur Luxus? C'était soit un, soit l'autre. Oui, mais alors, en fait, le petit souci, c'est que le concept de choix, ça vous intéresse pas. Vous aimez pas le concept de choix. C'est soit les deux, soit rien du tout. Et je vous l'accorde, j'ai fait un petit caprice vis-à-vis de la vidéo de Gadjil. Déjà, elle dure 14 minutes, c'est long, enfin plus que d'habitude en tout cas. Et surtout, je l'ai faite et j'ai absolument pas demandé votre avis. C'est-à-dire que normalement c'était soit un, soit l'autre. Et en fait, j'ai juste dit, je vais faire les deux et je vais faire celle de Gadjil en premier parce que c'est mon personnage préféré. Normalement, j'aurais dû faire un vote, lequel vous voulez le plus voir, etc. Mais c'est ma chaîne et c'est moi qui décide. Et de toute façon, je comptais faire une vidéo sur les deux personnages quoi qu'il arrive, c'était vraiment juste pour les stats, parce que c'est rigolo. Mais le point positif avec tout ça, c'est que la vidéo sur Gadjil, elle m'aura permis de réaliser quelque chose qui, en fait, m'a beaucoup aidé pour cette vidéo. C'est que les deux, ils ont la liaison, ils ont le point commun du concept de la rédemption, mais surtout, en fait, c'est pas le concept et le point le plus central des deux, ça c'est juste leur thème secondaire. Donc avant tout, il va falloir qu'on parle et qu'on présente Luxus, un peu comme Gadjil à l'époque quoi. Mais comme d'habitude, ça va avoir une importance, même si vous connaissez déjà le personnage. Faites-moi confiance, croyez-moi. Au tout début, Luxus est clairement pas le membre le plus appréciable de Fairy Tail, c'est même le contraire. Et c'est ça qui va être le premier point et potentiellement le plus important. Luxus, c'est à peu près la seule personne au sein de Fairy Tail qu'on pourrait considérer comme quelqu'un de juste méchant. Mais ce qui va être le plus important, c'est surtout sa première introduction. Elle est faite en même temps que celle de Mistgun, c'est d'ailleurs le seul autre membre de la guilde avec le maître à ne pas s'endormir en sa présence. On rappelle qu'à cette scène, même Erza s'endort. Et cette introduction a juste pour but de nous présenter ce que c'est que le rang S dans le manga. Qu'est-ce que c'est que les mages de rang S? Et de ce qu'ils ont l'air de nous dire, Luxus et Mistgun, ils ont l'air d'être en tête des plus puissants dans la guilde. Même Erza semble très légèrement derrière eux. Le cas de Gildart, c'est un peu compliqué. On a juste une phrase, il se fait appeler le vieux, et on a juste aussi le petit schéma où on le voit entre les maîtres et les autres rangs S. On n'a rien de plus à ce moment-là. Et en vrai, c'est même pas spécialement important. Pour l'instant, on n'a rien à rajouter. Luxus, il est désagréable, sans plus, parce qu'il a un ego bien trop imposant. Il est très fort. On comprend tout ce qu'il y a à comprendre de lui à ce moment-là. On n'avait pas besoin de plus. Mais comme avec la vidéo sur Gadjil, c'est parce qu'à ce moment-là, Fairy Tail, ça devait s'arrêter à la tour du paradis. C'est pour ça que jusque-là, chaque interaction avec Luxus ne donnera rien en fait, n'aura pas de réel intérêt. Phantom Lord, on le verra juste être encore plus désagréable qu'on ne le pensait. Mais surtout, on a une information très importante, il convoite la place du maître. Et là, on fait un saut de quasiment 10 tomes d'un coup. L'équipe de Luxus, la Rising Squad, arrive. On avait déjà vu Luxus littéralement détruire Gadjil, ce qui montre déjà très clairement l'écart de niveau, mais surtout l'arc suivant va beaucoup mettre l'accent sur la relation qu'ont Luxus et le maître de la guilde. Je le précise car encore une fois, à ce moment-là, Fairy Tail avait un arc qui se concentrait pour chaque personnage, et cette fois-ci c'était le tour de Luxus. Il arrive pas n'importe quand en plus, c'est en plein festival, une fête chère au cœur du maître, et ça on le comprend grâce au flashback avec Luxus, qui n'avait à l'époque rien à voir avec celui qu'il est devenu. Tout le but de l'arc, ça va être de comprendre si Luxus a vraiment changé au fond de lui-même, et si oui, comment et pourquoi. Outre le fait que le plan de Luxus était vraiment intelligent, ce qui est quand même un point important à noter sur le personnage, on n'est pas sur un Natsu ou un Greg qui réfléchissent seulement une fois sur 3 environ, le truc qui va importer c'est que la seule personne qui pense sincèrement que Luxus est au fond une bonne personne à ce moment-là, c'est Natsu. Même le maître de guilde commençait à douter. Et ça c'est entièrement classique, ça vient juste du fait que Natsu c'est le protagoniste du shonen, et les protagonistes de shonen, surtout de cette époque-là, ils ont tendance à être naïfs et apprécier quasiment tout le monde. Et en plus Natsu, faut être honnête, c'est pas une flèche, il est pas très intelligent. Bon, ça aussi, c'est lié au personnage de shonen classique en général, mais c'est quand même relativement important de le pointer et de le noter. Mais je le souligne quand même parce que, évidemment, c'est Natsu qui avait raison. Ce qui va surtout importer dans cet arc, en tout cas, je pense, c'est la quête de force de Luxus. Il veut une guilde qui se rapproche un petit peu du concept de ce que Phantom Lord était à l'époque. Le concept de famille, lui, il s'en fout. Il veut une guilde forte, la plus forte. La vraie question maintenant qu'on va se poser, c'est on pourrait faire tout un point spécial sur la discussion et les discussions en général que Fried et Luxus ont sur la place de l'ordre, sur la place de Luxus qui est presque un dictateur à ce moment-là, même avec les membres de son équipe. Mais c'est pas très intéressant parce que à ce moment-là en fait, et là je pense que vous avez déjà compris le schéma de pensée de Luxus en fait. Il veut une guilde surpuissante et il est prêt à tout. Un personnage extrême qui n'a l'air de vouloir reculer devant rien et qui a une obsession presque malsaine pour ses dessins. Et c'est tout. Et j'avance directement à la fin de l'arc, parce que la fin de l'arc, c'est Luxus en particulier, et donc on est là pour parler de lui. Tout autour du personnage, ça vient d'un complexe d'infériorité. Tout commence de ça. Luxus est sans doute un enfant manipulé par son propre père. Son grand-père voulait le mieux pour tous, et donc il avait exclu son propre fils.
Ce dernier utilisa donc la seule chose qui pouvait encore affecter Makarov, c'est-à-dire Luxus. Si Luxus veut Fairy Tail, s'il veut vaincre Makarov, c'est pas pour son père, c'est pour lui-même, pour devenir qui il veut être, pour avoir du crédit. Mais est-ce que c'est vraiment ça qu'il veut au fond? Oui, parce que le concept de force selon Luxus, il dit à chaque fois que tout le monde est faible, il parle pas seulement de pouvoir, il parle aussi de volonté et de détermination. Pour lui, cette guilde entière, elle était un petit peu trop pantouflarde, ça manquait de motivation, ça manquait de hargne en fait. Et les rares fois où Natsu est intelligent, il avait compris. Luxus doutait. Tout ce que Luxus disait, ça sonnait creux, ça sonnait faux, ça semblait être un rôle. S'il voulait vraiment faire du mal aux gens, aux civils, ça aurait déjà été fait depuis longtemps. Le gros souci, et Galgid le souligne, c'est que Luxus n'est même plus lui-même à ce stade, son obsession le rend fou. Mais ce qui lui fait gagner conscience au fond, c'est la nouvelle de la maladie de son grand-père. C'est à ce moment-là où la loi des faits ne fonctionne pas, car il ne considérait personne comme son ennemi. Et si c'est pas encore assez clair, c'est à ce moment où on va vous expliquer toute l'analogie et la métaphore de cet arc. On présente Luxus comme un enfant faible, malade, chétif à l'origine. Donc pour le rendre plus fort, son père lui a implanté une lacrima de chasseur de dragons. Le sous-entendu, c'est que son père a littéralement changé son cœur. Mais le fait d'implanter cette lacrima, de en quelque sorte changer le cœur de Luxus, c'était pas pour le rendre plus fort. C'est parce que Luxus avait le seul truc qui terrifiait son propre père. Il avait le même cœur que Makarov, c'est leur plus grand point commun. Luxus avait le cœur de quelqu'un qui était bon, le cœur d'une bonne personne. C'était donc l'objectif de cette lacrima, c'était de faire de son propre fils un monstre. Évidemment, à la fin de l'arc, Luxus perd, et il se fait même bannir de la guilde à cause de tous ses actes. Et on se doute que lorsque le maître pleure, il pleurait sans doute de la même manière lorsqu'il avait banni son fils quelques années auparavant. Mais il y a deux trucs que je trouve très intéressants et qui m'ont vraiment plu à ce moment-là du manga, en tout cas vis-à-vis de Luxus. Et ça n'a aucun rapport avec mes cernes qui sont de pire en pire, la faute au changement d'heure. Déjà, le geste le plus emblématique du manga, ça vient de Luxus lui-même, donc bien la preuve qu'il est indissociable de cette guilde. Et à la fin de l'arc, lorsque tout le monde fait ce geste et que Luxus s'en va, tout le monde le comprend et Fried le souligne, Luxus reviendra. Mais le truc c'est que contrairement à beaucoup de personnages qui ont une rédemption dans les mangas, qui ensuite reviennent en mode c'est bon, tout va bien, ma rédemption est finie et ne font concrètement plus grand chose, Luxus il va toujours être important pour la suite. Et ça c'est vraiment quelque chose que je trouve sympa. Mais pour l'instant, on va sauter plus de 10 tomes encore une fois. Île de Tenro, fin de la première partie du manga. Luxus apparaît face à la seule personne ayant vaincu son grand-père, et la première chose qu'Hadès voit en Luxus, c'est Makarov. La preuve que ce dernier a bel et bien suivi la voie de son ancêtre. C'est aussi à ce moment que Mashima fait le même truc qu'avec Gajil. On comprend que le personnage est en effet digne de confiance seulement quand des gags sont introduits avec lui. Et c'est à la fin de Tenro qu'il commence à y avoir des gags avec Luxus. Ce qui va surtout importer, c'est le sacrifice de Makarov face à Acnologia. Et en soi, j'aurais déjà trouvé ça valide pour Luxus et le manga qu'ils disparaissent à ce moment-là. Enfin que Makarov disparaisse pour que Luxus prenne les rênes. Luxus est le premier à écouter les ordres de son grand-père, le premier à verser une larme parce qu'il avait compris. Et c'est donc pour ça que c'est le seul qu'on écoute, c'est lui la nouvelle figure d'autorité. Et à la fin de l'arc, quand Luxus tend sa main au maître, et que ce dernier lui dit qu'ils rentreront tous à la maison, on le comprend, c'est l'heure pour Luxus de revenir. Est-ce que vous vous attendiez à une longue analyse sur les grands jeux magiques parce que Luxus a fait des trucs incroyables dedans? Je vais vous décevoir. L'intérêt des grands jeux magiques, c'est surtout de montrer à quel point Luxus a progressé et est devenu encore plus fort. Donc c'est pas l'arc le plus important pour lui. Oui, le combat face à Jura est exceptionnel. Et lui, il bat tout seul Raventail aussi. D'ailleurs, c'est marrant, le premier combat de Luxus dans le manga, il subit une illusion. Le deuxième, tout le monde sauf lui subit une illusion. Mais ce combat, il a surtout pour but de montrer la pleine émancipation de Luxus par rapport à son père Ivan. Il ne l'écoutera plus, il est libre. Et si Luxus enlève son manteau à ce moment-là, c'est justement pour ça. C'est le même manteau que son père, il l'a sans doute eu de la part de ce dernier. C'est là pour renforcer toute cette symbolique. D'ailleurs, pendant ce combat, à chaque fois qu'il met un coup à un membre de Raventail, il dit le nom d'un de ses camarades qui avait perdu auparavant. Alors qu'encore une fois, souvenez-vous au premier combat du personnage, quand il est face à Natsu et Gajin, il dit se battre uniquement pour lui. Et c'est là où on comprend le revirement et les objectifs du personnage, à quel point il a changé. Maintenant, sa figure, c'est celle de quelqu'un qui veut devenir plus fort, non plus pour lui, mais pour pouvoir protéger les autres. Le souci, c'est que Luxus est tellement fort qu'il a fallu un petit peu l'éclipser pour l'arc Tartaros. Ça a eu le mérite d'être bien fait, son sacrifice pour sauver la ville des spores démoniaques était très bien tourné. D'ailleurs, pareil, c'est la première fois où il donne un ordre direct à Fried qui n'est non pas d'abattre les membres de la guilde, mais bel et bien de ramener les gens à cette dernière. Et ça, c'est important et je veux appuyer dessus. Je parle du manga pour cet arc, parce que dans l'anime, ça n'a pas été fait pareil. Dans l'anime, Luxus bat Tempest au final, à la fin de l'arc. Mais dans le manga, c'est bel et bien Grey. Luxus, lui, reste inconscient jusqu'au bout. Et le seul truc qu'il fait à la fin de l'arc dans le manga, c'est prendre son équipe dans les bras. C'est d'ailleurs là où revient le thème du personnage, vous l'aurez compris. C'est pas tant la rédemption que la symbolique de la force et de ce qu'on est censé en faire. Et je préfère le dire et présenter mes excuses d'avance, parce que là, on va devoir traiter l'arc final, et c'est potentiellement celui
celui que je maîtrise le moins. Aussi celui que l'auteur a le moins bien maîtrisé, je pense. Mais dans tous les cas, l'idée que l'équipe qui va chercher Luxus comporte Gajeel et Lazy dedans, alors que la première interaction qu'on avait eue entre les trois, c'était un combat, c'est bien pensé. On a toujours cependant ce ressenti que l'auteur a volontairement un petit peu nerfé Luxus. Il est pas au mieux de sa forme, il y a des restes de sport démoniaque dans son corps, et honnêtement, si c'était pas le cas, je pense qu'il aurait juste détruit son adversaire. Mais c'est bien fait, c'est bien pensé. Même l'idée que Luxus emprunte un sort à Fried, puis ensuite les mêmes éclairs que ceux de son ancêtre, c'est des très bons power-ups, ça. Enfin, en tout cas, je les trouve très intéressants. Ça montre toute l'évolution du personnage et sa détermination à aller de l'avant. Encore plus intéressant quand Nineheart invoque des souvenirs des mages les plus puissants que chaque personnage a pu rencontrer, pour Luxus, c'est Hadès. Mais je pense que c'est pas seulement parce que Luxus le trouve très fort, c'est aussi parce que Hadès, c'est le seul personnage que son grand-père n'a jamais pu vaincre. Et c'est à ce moment-là où Luxus arrive à vaincre Hadès, et où sa fameuse prédiction et ce qu'il avait annoncé au début du manga, c'est-à-dire qu'un jour il vaincra et qu'il surpassera son grand-père, arrive pour de bon. Ironiquement, au premier sacrifice du maître à l'île Tenro, le premier à pleurer c'était Luxus. Lors de la grande guerre d'Albarès, c'est le seul qui pleure pas. Ce qui fait que ce sacrifice, c'est encore plus un flop. Luxus était vraiment prêt et Luxus aurait dû devenir le maître de la guilde à ce moment-là. Je suis pas ouvert au débat là-dessus. Mais évidemment, l'auteur a fait revenir Makarov avec la pire explication jamais vue, et tout le monde avait la haine. Oui, moi aussi. Après c'est le combat contre Acnologia, et honnêtement, comme pour la vidéo avec Gajeel, je vais pas en parler parce qu'il n'y a pas grand chose à en dire. Mais d'un autre côté, j'ai pas envie de terminer sur une mauvaise note avec Makarov l'immortel. Je préfère que vous pensiez et que vous vous rappeliez de Luxus, en tant que très bon personnage et peut-être un des meilleurs du manga. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et si vous avez envie de plus d'analyse sur des personnages de Fairy Tail, n'hésitez pas. Et évidemment, comme j'aime toujours arnaquer les gens, si vous en voulez, dites-le en commentaire, et dites quel personnage vous voulez voir. Parce que j'adore toujours arnaquer les gens. C'était Belleus, et je vous dis salut à tous.